7h42, c'est le petit déjeuner politique de François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Reprise de l'épidémie, les préfets doivent donner des directives aujourd'hui, notamment je pense à Marseille et Bordeaux. Est-ce qu'il faut interdire les rassemblements privés pour lutter contre la propagation du virus ? Je crois que c'est d'abord à l'exécutif de prendre cette décision parce que c'est lui qui dispose de toutes les informations nécessaires pour décider de manière aussi juste et proportionnée que possible. Et je pense que cette proportion, en tous les cas, elle est absolument fondamentale. On sort d'une période de confinement qui a mis en lambeaux notre économie. Je crois qu'il faut tout faire pour éviter qu'une telle période se produise de nouveau. On a besoin de maintenir l'activité, on a besoin que la société continue de vivre. Et je crois qu'il faut prendre les restrictions qu'il faut pour éviter de retomber dans une seconde vague qui serait potentiellement très intense, mais avec le sens de la mesure qui s'impose aujourd'hui. Donc c'est-à-dire, oui... mais encore une fois, c'est très difficile pour nous. Oui. Je suis comme, mais vous poussez le gouvernement vers quoi, vous ? Non, mais moi je suis un simple citoyen comme vous. Bien sûr. Non, vous êtes un député européen, politique, engagé. Mais ça ne me donne pas d'informations supplémentaires. Non, ça c'est vrai. Voilà, je me borne à écouter ce que disent vos confrères de cette épidémie. C'est très difficile pour nous d'évaluer réellement ce qui est en train de se produire. Mais dans l'immédiat, le gouvernement prend les bonnes mesures ou pas ? Par exemple, il veut réduire la quarantaine à 7 jours. Là. En tout cas, je pense que c'était une bonne chose de concentrer l'essentiel du message sur l'appel à la responsabilité de nos concitoyens. Tout le monde attendait de nouvelles mesures vendredi. On a eu le sentiment qu'il n'y avait pas d'annonce très forte, mais finalement, c'est peut-être la meilleure chose de tenter d'expliquer aux Français que ce qui compte, c'est d'abord que chacun d'entre nous soit responsable. Parce qu'il faut tout faire pour préserver l'économie, c'est ce que vous dites dans un même temps. Quoi. L'économie, mais pas seulement l'économie. Vous avez vu en Israël, la liberté, confinement de 3 semaines. C'est aussi la vie de la société et des personnes. Et dans une société qui est marquée par la solitude, je pense en particulier à nos aînés, garantir que le lien soit encore possible, ça me paraît être effectivement absolument crucial. Oui, il y en a qui sont assez cash dans leurs décisions. Ce sont les maires écologistes actuellement. Vous avez vu Tour de France machiste, fin du sapin de Noël à Bordeaux, etc. Ça représente quoi ? Ça signifie quoi pour vous ? Je m'adresse au politique François-Xavier Bellamy, mais en même temps au philosophe que vous êtes. Ce ne sont pas des décisions d'abord, ce sont des déclarations. Des déclarations. Le sapin de Noël, c'est une décision quand même. C'est une vision du monde. Et je crois qu'on aurait tort de la prendre à la légère. Beaucoup ont choisi de s'en moquer. Moi, je crois que c'est très sérieux et que c'est très inquiétant. Ce qui se joue derrière cette idée, c'est au fond le fait que l'écologie, c'est d'abord une manière de punir les individus, de tenter de transformer leur mode de vie. Et on sait bien que dans cette volonté de transformer de l'extérieur une société, il y a toujours une tentation autoritaire. Je crois que l'écologie pourrait devenir un nouvel autoritarisme si nous n'y prenons pas garde. On sait que certains de ceux qui animent ce mouvement, ils l'ont d'ailleurs déclaré à l'occasion de la Convention citoyenne sur le climat, considèrent qu'il est légitime et nécessaire de restreindre nos libertés fondamentales au motif de l'écologie. Et au fond, derrière ces mots, il y a d'abord des attaques très claires contre notre manière de vivre. C'est la question du sapin de Noël, le Tour de France. Ce sont des rituels que la société partage depuis très longtemps, qui réunissent les Français et qu'on voudrait leur retirer, avec une forme de ressentiment. Je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison très simple, c'est que ça ne produit aucune espèce de solution. La vérité, c'est que si l'on y regarde bien, notre pays, c'est moins de 1% des émissions mondiales. Évidemment, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour pouvoir garantir que notre manière de vivre soit la plus respectueuse de l'environnement. Mais ce qui compte maintenant, c'est d'ouvrir les yeux sur des solutions concrètes pour l'avenir. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que, par exemple, nous puissions imposer à d'autres régions du monde, à travers, par exemple, la barrière carbone, la taxe carbone dans l'Union européenne. Ça, pour le coup, c'est un combat fondamental. Que nous puissions imposer aux autres régions du monde de décarboner leur propre mode de production. Que nous soyons de nouveau capables de produire. Ça veut dire qu'il ne faut pas tourner le dos à la science. Ça veut dire qu'au contraire, il faut investir dans la recherche. Ils tournent le dos à la science, vous croyez, par exemple, quand ils demandent un moratoire, là, les maires écolos, sur la 5G. C'est un principe de précaution, peut-être. Moi, je ne comprends pas l'idée du moratoire. Que la 5G pose des questions, évidemment. Des esprits y compris sur le plan scientifique, se les pose et nous les pose. Sur la question de la gestion de l'énergie, sur la question du renouvellement des matériaux, il y a des sujets, évidemment, dont il faut débattre. Mais ça n'enlève rien à la nécessité de continuer à chercher, de continuer à investir. Nous ne pouvons pas imaginer que notre projet politique soit de devenir une espèce de réserve de touristes que les Chinois et les Américains viendront visiter demain. La question, c'est comment devenons-nous ceux qui entraînent le reste du monde dans cette évolution positive. Comment peut-on
se prétendre écologiste et se réjouir de la fermeture de Fessenheim, alors que le nucléaire est aujourd'hui ce qui nous offre une énergie décarbonée et l'un des mix énergétiques les plus décarbonés de toute l'Europe. Oui, mais avec des déchets dont on ne peut pas se débarrasser aussi. Continuons la recherche pour garantir que demain nous aurons résolu ce problème des déchets, que nous trouverons d'autres énergies alternatives. Mais enfin, on sait très bien qu'aujourd'hui, si vraiment il y a une urgence climatique, alors nous n'avons pas le droit de tirer sur les canaux de sauvetage, que nous n'avons pas le droit de détruire ceux qui nous offrent aujourd'hui une réponse d'urgence, au moins, à ce problème écologique majeur. François-Xavier Bellamy, à propos d'urgence, est-ce qu'il y en a une actuellement dans les tensions entre la Turquie et la Grèce, la Grèce qui vient de se réarmer avec 18 Rafales français. Vous soutenez d'ailleurs Emmanuel Macron dans son combat, entre guillemets, contre Erdogan? Bien sûr, je crois qu'Emmanuel Macron, et comme vous le savez, je ne fais pas partie de sa majorité, mais sur ce sujet-là, je veux dire que je suis heureux et même fier que notre président ait la parole forte et l'action énergique qu'il faut pour dire que dans les tensions entre la Turquie et la Grèce, il n'y a pas d'équivalence à faire entre l'agresseur et l'agressé. Il ne s'agit pas, comme le voudraient certains, y compris dans l'Union européenne, de lancer une médiation entre la Turquie et la Grèce. Il y a d'un côté un pays qui déstabilise toute une région, qui viole la souveraineté territoriale de la Grèce, qui fait peser sur toute l'Europe un chantage migratoire absolument insupportable. De l'autre côté, il y a un pays ami, la Grèce, et Chypre bien sûr aussi, qui est aussi un pays européen et dont la souveraineté est violée de manière récurrente par Erdogan. Il faut absolument une réponse de fermeté. Il n'y a pas de dialogue possible. La menace d'une guerre est réelle. Je crois. Je crois qu'elle n'est pas à prendre à la légère et je pense d'ailleurs qu'il faut que nous soyons plus conscients de ce sujet en France parce que c'est effectivement un sujet d'une très grande urgence. Oui. Et que doit faire l'Union européenne justement? Il y a toujours les négociations d'adhésion de la Turquie. C'est une folie. Il faut évidemment, nous le disons, pour ce qui nous concerne depuis des années et c'est avec ma délégation au Parlement européen ce que nous répétons dans nos votes session après session, il faut bien sûr il faut arrêter instantanément, mettre fin à ces négociations d'adhésion qui n'ont littéralement plus aucun sens, qui n'ont jamais eu de sens, mais qui aujourd'hui deviennent non seulement une faute, mais vraiment un scandale. Et puis, bien sûr, il faut mettre en œuvre des sanctions économiques, je crois, de manière immédiate. Nous avons su le faire pour montrer notre réprobation face à la répression qui a cours actuellement en Biélorussie. Il faut sanctionner M. Erdogan, sanctionner ses proches par des sanctions économiques qui les toucheront personnellement pour montrer précisément que nous sommes capables de faire barrage lorsque l'inacceptable est commis. Dernier mot à ce sujet, et l'OTAN dans tout ça, justement? Mais l'OTAN, on le voit très bien, est dans une situation de contradiction majeure. Je crois que la question se pose, je le dis depuis le début de cette crise, de la place de la Turquie dans l'OTAN, même si nous ne sommes pas décisionnaires sur ce sujet-là. C'est un débat que l'OTAN devrait évidemment avoir. Et j'ajoute que ce qui me paraît fondamental, c'est que dans ce moment de crise, chacun comprenne, en particulier parmi nos partenaires européens, que nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur l'OTAN pour notre propre sécurité. Vous savez que c'est évidemment la logique qui est celle aujourd'hui de beaucoup de nos partenaires, en particulier de l'Allemagne ou des pays de l'Est. Or, c'est impossible parce qu'on voit très bien que l'OTAN n'a pas nécessairement les mêmes intérêts géopolitiques que nos propres pays d'Europe. Et si nous voulons rendre au monde de demain le service de l'équilibre que l'Europe peut lui apporter, alors il faut que l'Europe se dote d'une vraie autonomie stratégique en matière de défense, pas d'une armée européenne qui n'aurait aucun sens, mais qu'elle puisse investir dans son industrie de défense, par exemple. C'est ce que nous défendons, c'est ce que je porte avec le Fonds européen de défense au Parlement. François-Xavier Bellamy, jusqu'où peut-on aller dans la liberté d'expression? Ce week-end, Judith Ventrop, journaliste au Figaro, a été menacée de mort sur les réseaux sociaux à cause d'un tweet qu'elle avait fait elle-même, qu'elle avait intitulé 11 septembre, où elle commentait d'un seul mot, donc une vidéo diffusée par BFM d'une étudiante voilée donnant des conseils de cuisine à petit prix. Est-ce qu'on n'est pas dans une société de l'intolérance, là? Moi, je suis stupéfait de ce qui est en train de se passer. J'ai écrit hier pour dire mon soutien à Judith Ventrop, menacée de mort. Je cite quand même le tweet. « On va te rafaler ta mère comme deux frères sur Charlie ». Et je suis vraiment stupéfait de voir que mais son commentaire n'était pas non plus déplacé en septembre. Mais Patrick Roger, mais c'est incroyable. Entre un commentaire déplacé et une menace de mort, on ne peut pas faire une équivalence. Si vous trouvez qu'un tweet est déplacé, vous pouvez le critiquer, vous pouvez le contester, vous pouvez argumenter, vous pouvez faire des objections. Et si vous trouvez qu'il est insultant ou scandaleux, vous pouvez aller en justice. Mais on ne menace pas quelqu'un de mort. On est en France ici. On est en démocratie. Et on devrait quand même se souvenir qu'il y a quelques années, tout le monde était Charlie. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Judith Ventrop,
publier un tweet, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais il est absolument scandaleux que nous en venions à dire, que beaucoup en viennent à dire, attendez, quand même, elle se fait menacer de mort, mais son tweet était déplacé. Mais c'est stupéfiant, qu'est-ce qui nous arrive? Il faut se réveiller maintenant, parce que ce qui est en train de se passer, c'est dramatique. C'est que c'est par la terreur qu'on voudrait imposer à tous ceux qui tentent une critique de se taire. On peut penser ce qu'on veut du tweet de Judith Vintraube, mais il y a un vrai sujet sur la banalisation du voile. Moi, je voudrais dire, et je le dis simplement, sans aucune réserve, mon soutien le plus total à cette jeune fille qui se trouve propulsée dans cette polémique parce qu'elle a été diffusée sur BFM TV, en effet voilée, publiant des recettes de cuisine. Aujourd'hui, je crois qu'elle reçoit des messages de critiques et d'insultes, et vraiment, il y a là quelque chose de scandaleux. Si elle reçoit des menaces de mort, il y a là quelque chose de tout aussi scandaleux que ce qui arrive à Judith Vintraube. Il n'en reste pas moins qu'on a le droit de poser cette question. Est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est anodin que le voile soit banalisé, y compris dans les médias, alors qu'il est, nous le savons, un signe d'oppression, il faut le dire. Oui. Il est un signe d'oppression. Hier, sur Twitter, le top tweet, c'est-à-dire la tendance numéro 1, c'était garde ton voile. Oui. Oui. C'est-à-dire au fond qu'en France, nous voyons, sous le prétexte de la défense d'une liberté, se déployer une stratégie qui accompagne la montée de l'islamisme et la montée du séparatisme. Si on ne parle pas de ça et qu'on parle seulement du séparatisme comme d'un concept abstrait, on n'aura rien résolu. Et là, vous attendez justement des mesures d'Emmanuel Macron sur le séparatisme dans les prochains jours. Là. Est-ce qu'il tarde, le chef de l'État, à se prononcer? C'est un sujet délicat, quoi, en même temps. Bien sûr, mais il faut le traiter à fond, il faut le traiter lucidement, il faut le traiter avec le respect des personnes et avec le respect des croyances, bien sûr. Je serai le premier à le dire. Il faut aussi poser les vraies questions et il faut que chacun accepte que ces questions soient posées. Il n'y a pas dans notre pays de droit à ne pas être dérangé. Il n'y a pas de droit à ne pas être offensé. Et quand on s'engage dans l'espace public, je suis bien placé pour le savoir, il arrive assez souvent d'être critiqué et parfois même d'être insulté. Ça fait partie des excès du débat public. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça ne mérite pas qu'on menace qui que ce soit de mort. Il faut qu'on puisse paisiblement ouvrir ces débats et il faut qu'on puisse dire que dans un monde où, nous le voyons bien, dans beaucoup de pays du monde, y compris dans beaucoup de pays musulmans, l'extension de l'imposition du voile accompagne la montée d'une forme de fondamentalisme. La France a une parole particulière à délivrer sur la question de l'égalité de l'homme et de la femme, sur la question de la dignité absolue de la femme, sur le fait que le corps des femmes ne doit pas être exclu de l'espace public et ne doit pas être rendu invisible. Et encore une fois, je le redis, c'est une question qu'on a le droit de poser dans un moment où, je pense à Nasrin Sotoudeh, qui est actuellement en grève de la faim en Iran parce qu'elle a simplement comme avocate défendu une femme qui manifestait contre l'obligation du port du voile. Quand on voit que dans le monde entier le voile est pour beaucoup de femmes un symbole d'oppression, on ne peut pas le considérer comme un vêtement comme un autre, et sa banalisation n'a rien qui soit insignifiant. À propos de vêtements, d'un mot, lundi 14 septembre, il y a ce hashtag aussi sur les réseaux sociaux. Pour les filles, habillez-vous toutes de manière indécente pour lutter contre le sexisme dans les collèges et les lycées notamment. Vous soutenez aussi ce mouvement ou pas ? Je crois qu'on ne peut pas confondre la liberté avec le fait de l'absence de règles. Évidemment qu'il y a des règles et que ces règles vestimentaires, elles font partie de la vie en société. On parlait du voile à l'instant. La manière dont nous nous habillons, elle touche la société et l'espace social dans son ensemble. Je ne dis pas que la société a le droit de créer une oppression sur la manière dont les personnes s'habillent, mais enfin, il est très clair qu'il y a des tenues dans lesquelles vous n'avez pas le droit de rentrer, par exemple, dans un bureau, dans un établissement scolaire. Vous n'iriez pas en bikini au lycée, et ça n'est pas une forme d'oppression, c'est juste le signe que la société suppose un certain nombre de règles communes. Encore une fois, il faudrait sortir de cette espèce de débat absurde qui consiste à se demander jusqu'où on peut imposer des règles. Il s'agit seulement de constater que nous avons un devoir de respect envers les autres, que ce respect il passe aussi par notre manière de nous habiller et de leur dire ainsi notre considération pour eux. François-Xavier Bellamy, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, nous sommes en septembre 2020, les LR cherchent toujours leur candidat. Est-ce qu'il faut suivre la voie de Christian Estrosi, qui est plutôt enclin à voter pour Macron aujourd'hui ? Moi, je ne comprends absolument pas, je le dis très simplement, ce qui peut donner envie à un électeur de droite de voter aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Mais alors vraiment pas. À part un effet de mode ou bien une forme de considération totalement superficielle, quand vous rentrez dans la réalité de l'action menée par Emmanuel Macron, pas depuis quelques semaines, depuis 3 ans,
en quoi les problèmes de la France, en quoi les grands problèmes auxquels notre pays doit faire face sont-ils aujourd'hui en voie d'être résolus. Sur le front économique et budgétaire, en quoi les 3 années qui ont précédé la crise actuelle, qui ont été très favorables sur le plan international, en quoi ont-elles permis de désendetter notre pays, de lui permettre de retrouver une marge de liberté pour pouvoir investir dans son avenir? En rien. Est-ce que Donc la question de l'éducation, la crise de l'éducation a été la démarche de Christian Estrosi, vous soutenez Bruno Retailleau? C'est le bon candidat? Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que je me sens vraiment avec Bruno Retailleau en harmonie profonde, mais avec beaucoup d'autres élus de notre famille politique, pour dire que les Français ont droit à la constance de leurs élus, à la cohérence de ceux qui sont chargés de les représenter, et que lorsque nous avons défendu des idées en 2017 par exemple, nous n'avons pas le droit de les renier aujourd'hui au motif que ce serait un bon calcul personnel. Je pense que c'est ça aussi qui discrédite la politique, et que la France aura besoin en 2022 d'un vrai débat démocratique dans lequel la droite défende réellement les solutions auxquelles elle croit pour l'avenir de notre pays. Merci François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Il est 7h58, on revient dans un instant. Bougez pas.